Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI. En direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h en temps universel, jeudi 7 mai 2026. Au sommaire de cette édition, c'est ce qu'on pourrait appeler une mission déminage pour Marco Rubio. Le secrétaire d'État américain a rencontré aujourd'hui le pape Léon XIV. Marco Rubio est venu renouer les liens entre États-Unis et Vatican, nous explique Lila Olkinoura. Au Liban, un chef militaire du Hezbollah, tué hier soir en plein Beyrouth par l'armée israélienne. Retour également dans ce journal sur la victoire hier soir du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Une qualification marquée, malheureusement, par des incidents dans la capitale française. Et puis enfin, une histoire française à dormir debout à la fin de cette édition, quand un professeur de lettres s'attribue une médaille d'or internationale, nous racontera Tanita Fallet. Un représentant de Donald Trump a donc rencontré aujourd'hui au Vatican le pape Léon XIV. Marco Rubio, le secrétaire d'État, s'est entretenu avec le représentant des catholiques dans le monde pendant plus de 2 heures. Une rencontre dans un contexte de tension historique entre Washington et le Vatican. Rappelons que Donald Trump n'a pas ménagé le pape ces derniers mois. Le président américain l'a qualifié de faible et de nul. Lila Olkinoura, bonjour. Bonjour Adrien. L'enjeu de cette rencontre était donc d'apaiser les relations. Oui, et il semblerait que l'objectif a été atteint. Un responsable du département d'État américain décrit à l'agence France Presse la rencontre entre Marco Rubio et le pape comme un entretien amical et constructif qui a duré un peu plus de 45 minutes. Dans un communiqué publié peu après cette entrevue, le porte-parole du département d'État souligne la solidité des relations entre les États-Unis et le Vatican, mais aussi l'engagement des deux parties en faveur de la paix et de la dignité humaine. Parmi les sujets évoqués, selon l'agence France Presse, la situation au Moyen-Orient, qui avait été un sujet de discorde entre le président Trump et le pape, mais aussi, je cite, des sujets d'intérêt commun pour l'hémisphère occidental, comme la situation à Cuba, un dossier suivi de près par Marco Rubio. Le secrétaire d'État va encore passer quelques jours dans la capitale italienne. Demain, il doit rencontrer la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, qui, pour rappel, avait pris la défense de Léon XIV face aux attaques de Donald Trump. Merci Lila Olkinoura dans votre journal en français facile. La situation au Moyen-Orient où les États-Unis attendent une réponse de l'Iran à leur dernière proposition en vue de mettre fin à cette guerre au Moyen-Orient et notamment de rouvrir ce stratégique détroit d'Ormuz. Donald Trump parle de très bonnes discussions ces 24 dernières heures avec l'Iran. Dans sa guerre au Liban, Israël dit avoir tué hier soir un chef du Hezbollah. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou revendique ce qu'il appelle l'élimination d'un important chef militaire du Hezbollah tué hier soir en plein cœur de Beyrouth, mais nous l'avons appris qu'aujourd'hui, et ce malgré un cessez-le-feu censé être entré en vigueur depuis le 17 avril dernier. Reportage à présent en Cisjordanie occupée, où les attaques de colons juifs contre les Palestiniens et puis les incursions, les avancées illégales de l'armée israélienne se multiplient. Mais les tensions sont aussi économiques. L'autorité palestinienne qui gère la Cisjordanie occupée peine de plus en plus à payer ses fonctionnaires. Certains fonctionnaires travaillent désormais à mi-temps. Certaines écoles n'ouvrent plus que 3 jours par semaine. Alors, dans l'attente d'être payés, de percevoir leur salaire, des Palestiniens ont beaucoup de mal à vivre, comme a pu le constater notre correspondante Amira Swilem dans les rues de Ramallah. À Ramallah, les rues du centre-ville sont pleines et les cœurs sont gros. Mossab tient une bijouterie qui donne sur la place principale de la ville. Il est aux premières loges pour observer le déclassement des Palestiniens. Les gens viennent vendre leur or.
On a des mères, des sœurs qui vendent leurs bijoux avec des larmes aux yeux. Ils n'ont plus d'argent. Israël s'est fermé et les Palestiniens qui y travaillaient ont perdu leur emploi. Il n'y a plus d'activité économique dans le pays. À quelques encablures de là, un bruit de machine à coudre. La boutique d'une couturière. Une cliente essaye une robe de soirée. Bonjour, je fais un reportage sur la crise économique. Eh bien, on était justement en train de parler de ça à l'instant. Ah oui, vraiment ? Racontez-moi. Moi, je travaille pour un organisme public. Je suis fonctionnaire. On ne touche pas nos salaires. Nos dettes s'accumulent. Il y a plein de produits de première nécessité qu'on n'arrive plus à s'acheter. Et tout cela a une incidence sur nous, psychologiquement notamment. On devient nerveux avec les gens alors qu'on n'est pas nerveux normalement. Mais c'est la situation qui nous rend comme ça. Crise économique ou pas, Rad, la couturière, n'a pas perdu son sens de l'humour. Pour moi, c'est le contraire. Avec la crise, les gens vont devoir accommoder leurs vieux vêtements et je vais donc gagner plus d'argent. En bloquant les recettes fiscales de l'autorité palestinienne, Israël, par la voix de son ministre des Finances Bezalel Smotrich, dit vouloir hâter son effondrement. Amira Suilem, Ramallah, RFI. 18h06 à Paris, 2 journalistes nigériens ont été libérés aujourd'hui. Ils étaient écroués derrière les barreaux depuis plusieurs mois. Ils avaient été condamnés pour avoir écrit, produit des articles qui ne plaisent pas aux militaires au pouvoir. Hassan Zada du journal régional Touba l'Info et Ghazali Abdou, correspondant de la Deutsche Welle, sont donc désormais libres après avoir passé plusieurs mois en prison. Une actualité française marquée notamment par son aménagement du territoire. On parle là de lignes ferroviaires. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a qualifié aujourd'hui le projet de ligne de train à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse d'irréversible. Rien ne pourra l'arrêter, dit Sébastien Lecornu. Une ligne ferroviaire à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse, pas avant 2035. En France, cette affaire qui pourrait bien inspirer un réalisateur de film, l'histoire d'un professeur de philologie. La philologie, une science du langage, un domaine de recherche qui consiste à étudier les langues à partir de vieux textes. Jusqu'ici, tout est vrai. Ce professeur en question, qui donnait des cours à l'université de Besançon, s'est attribué un prix, la médaille d'or de philologie, censé être l'équivalent du prix Nobel. Tanita Fallet, bonjour. Bonjour. 10 ans après les faits, ce professeur, il s'appelle Florent Montaclair, est désormais poursuivi par la justice. Le 8 juin 2016, Florent Montaclair devient le premier Français à recevoir la médaille d'or de philologie. C'est le plus grand prix qu'on peut recevoir dans ce domaine d'études. 20 ans avant, il avait été donné à Umberto Eco, grand écrivain italien. C'est la Société internationale de philologie rattachée à une université américaine qui a choisi Florent Montaclair parmi de nombreux chercheurs. Il est décoré à l'Assemblée nationale française devant des anciens ministres et gagnant du prix Nobel. Énorme coup de projecteur sur cet enseignant de lettres à l'IUFM de Franche-Comté, à l'est de la France, université qui forme les professeurs des écoles. Et en réalité, Tanita, Florent Montaclair a reçu une fausse médaille. Eh bien, la société qui donne le prix n'existe pas plus que l'université à qui elle appartient. Alors, le site internet de l'institution, lui, existe bien, mais il est assez mal fait pour qu'en 2018, l'arnaque soit découverte, car Florent Montaclair est allé encore plus loin. En 2017, il donne le prix à Noam Chomsky, grand penseur américain, puis à un chercheur romain. Ce sera le dernier, car un journal du pays a enquêté. 9 ans après, l'article dépasse les frontières roumaines et le procureur de Montbéliard ouvre une enquête en février dernier pour avoir fabriqué des faux documents et obtenu des choses en mentant. Le procureur doit désormais choisir non pas quelle médaille il donne à Florent Montaclair, mais de quoi il l'accuse exactement. Merci beaucoup Tanita Fallet. Florent Montaclair qui a désormais interdiction de travailler dans l'enseignement
supérieure. La victoire du Paris Saint-Germain, marquée hier soir par des incidents à Paris. Les joueurs de Luis Enrique ont donc qualifié leur équipe hier pour la finale de la Ligue des Champions. En revanche, toujours incompréhensible, cette violence hier soir dans les rues de Paris. 127 personnes ont été interpellées et de nombreuses dégradations sont à déplorer. Ainsi se referme ce journal international en français facile, où que vous soyez sur la planète. Merci à tous de l'avoir écouté.